Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit 2. Jean-Paul Alata. Épisode 1. Une lumière brutale me fouille les yeux. Je n'ai pas entendu la porte s'ouvrir et le chef de poste est là qui me secoue par l'épaule. La commission te demande. L'extérieur, l'air frais et les étoiles. De nouveau, le portail en tôle, la jeep haute sur pattes où m'attend l'adjudant Oularé. Vous avez été malade, Alata? Comment le savez-vous? Il rit. Le ministre Ismaël Touré veut être informé de tout ce qui vous touche. Vous êtes un personnage important. Cissé lui a fait son rapport. Ce n'était pas grave? Le cœur, c'est toujours grave. Soyez compréhensifs tout à l'heure et vos ennuis seront bientôt terminés. Camp Boiro Inside. Je ne réponds pas. Que aurais-je à répondre? Je suis désormais convaincu qu'Ismaël Touré cherche à étayer une pyramide bien fragile qu'il a élevée sur des mensonges. Il n'était plus que deux dans la salle de la commission, le ministre Ismaël Touré et Sédou Keita. L'ampoule centrale était allumée. Plus d'accueil mystérieux. Ismaël indiqua le rugueux tabouret d'un grand geste de la main. Asseyez-vous. J'espère qu'on vous a bien soigné, que votre cœur ne vous inspire plus d'inquiétude. Être tenu de remercier son tourmenteur de sa sollicitude. Camp Boiro Inside. Je m'étais préparé à un rude assaut. Ces phrases paternes me désorientèrent. J'ai été, effectivement, soigné, camarade ministre. Il enchaîna. Avez-vous soif? Et, sans attendre ma réponse. Oularé, va chercher un verre d'eau à notre ami. Le gendarme fila dans une pièce contiguë. J'entendis claquer une porte de réfrigérateur. Il revint, porteur d'un grand verre embué qu'il posa sur la table, à portée de main. Comme j'hésitais, le ministre eut un sourire et un geste d'invite. Buvez donc, nous ne sommes pas des tortionnaires. Camp Boiro Inside. Buvez. La saveur de cette eau, ranimant chaque papille des muqueuses. J'en vibrais de plaisir. Oularé posa sa main sur le verre, l'éloignant de ma bouche. Doucement, doucement, monsieur Alata. Pas trop, ni trop vite. Toujours avec le même sourire, le ministre reprit. Je n'ai, malheureusement, rien d'autre à vous offrir mais, si notre entretien est satisfaisant, je vous ferai apporter du café chaud et du pain. L'idée de la nourriture ne m'avait, jusque-là, que médiocrement affecté mais le liquide absorbé venait de réveiller ma faim. Mes tempes se mouillèrent de sueur. Sédou Keita, jusque-là muet, entra en scène, s'adressant à son « patron ». Camarade, puis-je te rappeler que nous avons un programme chargé? Cet homme est assez réconforté. À mon avis, tu te montres bien trop bon envers lui. Ismaël me regarda pensivement, qui tenait mon verre vide, entre les mains embarrassées par les menottes. Mon ami Keita ne paraît pas vous aimer beaucoup. J'espère que vous ne me ferez pas la honte de refuser toute coopération. En fait, cela le rendrait très heureux. Il n'est pas pour la méthode douce. Camp Boiro Inside. Soudainement, laissant sourire et ton amen, il se pencha en avant. Que savez-vous de l'agression, Alata? Je sursautai. L'agression? Le ton monta. Ne me faites pas répéter. Que savez-vous de l'agression? Vous connaissez le rôle qu'a joué votre pays, la France. Parlez-nous de votre action réelle. Je m'étais ressaisi. C'était un terrain idéal. Les témoins étaient nombreux de mes actes durant ces jours des 22 au 24 novembre. J'ai déjà fait le récit de mes activités à ce sujet. Le président sait que j'ai combattu, dès les premiers coups de feu. Je n'eus pas le temps de terminer ma phrase. Sédou Keita m'interrompit grossièrement. Chien. Salaud de blanc. Cesse de te couvrir derrière le président. Il a été trop bon pour toi. Tu n'as pas cessé de le trahir. Camp Boiro Inside. Il crachait littéralement ces mots, se tourna ensuite vers Ismaël. Ce n'est qu'un salopard, je l'ai toujours dit. Il faut lui montrer que nous ne jouons pas. Que nous avons les moyens de convaincre les plus récalcitrants. Il faut le chauffer. Ismaël l'apaisa encore d'un geste de la main mais tout sourire disparut. Une teinte grise envahissait son visage.
C'est vrai que vous n'êtes guère sérieux, Alata. Nous vous traitons en camarades, presque en amis et vous nous prenez pour des enfants. Je répugne à utiliser les moyens de persuasion qui ont la faveur de mon compagnon, mais il faut reconnaître qu'ils font merveille à la recherche de la vérité. La vérité. Toute peur m'avait abandonné et j'eus un ricanement. J'étais en pleine possession de mes moyens, l'esprit clair. Le ministre avait perçu le ricanement. Son visage se crispa davantage. Il frappa la table du poing. Pas sérieux, Alata, et pas prudent. Oui, pas prudent, reprit-il, choisissant ses mots. Cela semble vous intéresser? Réfléchissez donc à ce petit problème et allez avec Oularé. Vous dites-vous être battu pour nous, le jour de l'agression? Nous avons les preuves que vous avez bien pris les armes, mais pour aider les mercenaires. Or, qui était avec vous, ce jour-là? Qui ne vous a pas quitté d'une semelle? Il devrait déjà être ici, devant nous. Vous ne croyez pas? Oularé, emmenez-le. Je me sentis soulevé du tabouret par deux gaillards, apparemment de massifs forestiers entrés sur un geste de l'adjudant. Pendant que je franchissais la porte, j'entendis encore. Pensez aussi à votre femme et à son enfant. Ténin. Jean-François est Ténin. Je ne sens même plus qu'on m'entraîne, qu'on me porte presque dans l'obscurité de la cour du camp vers d'autres lumières, d'autres salles. Les visages proscrits s'imposent. À celui de Ténin, la bien-aimée au ventre déformé par sa grossesse, se superpose, comme toujours l'image de mon Blémur, qui dort au cimetière de Camélienne dans cette terre que je foule presque des pieds. Ténin? Non, il n'oserait pas. Une femme? Presque une enfant encore. Mais Jean-François, l'aîné, cet aîné qui a accepté de rester à mes côtés au pire moment de ma vie, quand tous les Européens se détournaient du traître, du renégat. Lui qui a accepté le mariage de son père avec une négresse, qui est venu habiter avec nous. Cet enfant devenu un homme qui m'a fait confiance, dont j'ai gâché la vie en le clouant en Afrique pour ses études et en lui inoculant ce venin des pays noirs dont on reste imprégné jusqu'à la mort. Ils ne vont, tout de même pas le briser lui aussi, lui qui s'est donné avec tant de fougue à l'amour de la terre africaine. Camboiro Inside. Il a déjà supporté tant d'insultes, subi l'ostracisme pour avoir manifesté son amitié pour les Noirs et son respect pour moi. Perdu dans ma révolte intérieure, je n'entends plus rien, ne vois plus rien. Je suis jeté à terre dans une petite pièce violemment éclairée. On me relève d'un coup de pied dans les côtes. J'ai un mauvais regard pour l'homme qui me brutalise ainsi, une réaction instinctive de tout le corps qui le fait s'esclaffer. Tu n'es plus dans ton bureau, à la présidence, ici, chien. Enlève ta veste. Camboiro Inside. Je montre mes poignets et prends pleinement conscience du décor. À terre, un tas de gravier qui paraît rouge sous la lumière. Dans un coin, de gros pneus de camion, empilés. Au plafond, un madrier est posé sur le faîte des murs. Une grosse poulie y est fixée d'où pend une corde. Dans un autre coin, une petite table en bois blanc. Dessus une boîte oblongue, probablement en bakélite. Sur la paroi qui me fait face, une porte de fer avec une inscription grand guignolesque, danger de mort, en rouge. On me retire, on m'arrache plutôt les menottes. Je suis dépouillé de ma veste comme un lapin de sa peau. Oularé stoppe les gardes de la main. Monsieur Alata, ne vous laissez pas abîmer. Parlez maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Parlez de quoi? Je hausse les épaules. Je n'ai rien à dire et vous le savez bien. Votre patron est fou. Oularé tourne les talons en jetant aux gardes un ordre bref. Je suis projeté à terre, face contre sol. On me ramène les bras violemment en arrière. Une scie me taraude avant-bras et coude. Comme je me débats, je sens le poids d'une chaussure contre les reins. Bras et épaules sont encore plus brutalement tirés. Je suis encore trop corpulent pour que les coudes puissent se joindre dans cette position et pourtant les deux hommes qui me manipulent ne s'estimeront satisfaits que lorsqu'ils m'auront troussé comme un poulet. Malgré tout mon désir de ne pas m'abaisser, de plastronner, je gémis, tant la douleur se fait aiguë. Ma cage thoracique maltraitée m'empêche de respirer. Ce ne sont pas des liens ordinaires qui m'entravent. Ils entrent dans la chair, la scie. Les attaches sont si serrées que, déjà, je ne sens plus ni main ni poignet. Les hommes rient. Tu es bien comme cela, général. Ils me redressent brutalement puis me font agenouiller sur le tas de gravier dont je ne m'expliquais pas l'utilité. Tiens-toi tranquille là-dessus, intime un de mes bourreaux, me redressant d'un coup de batte quand je tente de me laisser tomber de côté. Camboiro Inside. En quelques minutes,
je ne sais plus laquelle des deux douleurs est plus cuisante, celle des liens qui maltraitent mon thorax et m'entrent dans la chair ou celle des centaines de cailloux aigus qui pénètrent lentement mes genoux. Oularé revient. Il est inquiet, empressé. Une commission du président Sékou Touré, Monsieur Alata. Il vous prie, au nom de votre amitié, de ne pas tout compromettre par entêtement. Il veut faire quelque chose pour vous. Parlez, et faites-lui confiance. J'ai eu encore la force de relever la tête et de regarder en face l'adjudant. Je me souviens parfaitement de ma réflexion à ce moment. Mais il ne rit pas, ai-je pensé, ce salaud. Il me parle sérieusement d'amitié, est-ce qu'il invente ou est-ce le patron Sékou Touré réellement qui m'envoie dire cela après m'avoir livré à ses ordures? J'ai dû avoir un bien pauvre sourire. Si c'est vraiment lui qui vous envoie, dites-lui que je ne sais rien. Je l'ai toujours servi, comme un pauvre con. Il lève les bras au ciel. Décidément, vous l'aurez voulu. Allez-y. Un des hommes approche, me pince le lobe des oreilles. Un autre, installé à la table du coin, tourne rapidement une manivelle. Camboiro Inside. Mon corps se tend en arc. Des myriades d'étincelles jaillissent devant mes yeux. La douleur qui taraude mon cerveau semble devoir l'éparpiller. Puis, d'un seul coup, c'est le noir. Je me laisse tomber sur le côté. La douleur revient. En moi-même, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Tout cela, c'est douloureux mais supportable. Il faut se préparer à la secousse électrique qui revient donc toutes les 5 secondes. Je pourrais tenir le coup. Je ne tombais plus, gémissais moins haut. Le garde qui actionnait la magnéto se mit à rire. Gros malin. Et la prochaine décharge intervint au bout d'1 ou 2 secondes. Elle n'eut pas d'intensité égale. Elle partit en rafale, si brutale, si puissante que je voulus me lever pour lui échapper. La douleur me pénétra le crâne, les yeux. Quand elle cessa, comme fini de claquer un fouet, je tombais, comme une masse. Puis elle revint, le garde jouait en riant avec son rhéostat. Je ne peux me prémunir contre l'assaut brutal de l'électricité ni en prévoir la durée. Parfois, elle s'éternise de longues secondes, comme paraissant, elle monte, par paliers, à une intensité qui arrache les yeux des orbites, mais elle peut, à d'autres moments, soit simplement effleurer, soit, au contraire, frapper le cerveau d'un seul impact, en faire un bloc de lave en fusion. J'ai perdu mon contrôle. Il me semble bien que j'ai uriné sous moi. Camboiro Inside. Je crie, mais ce n'est pas moi, ce pantin qui hurle. Chaque organe, en moi, est indépendant et essaie, pour son propre compte, d'échapper à la souffrance. Combien de temps? Qui saurait le dire? Je me retrouve à terre, étendu de tout mon long, malgré les liens qui rendent mes mains de glace. Je ne ressens plus rien. Le garde a beau s'agiter, là-bas, tourner sa manivelle, manipuler le rhéostat, rien. Ai-je atteint ce seuil de douleur au-dessus duquel on prétend qu'il n'y a plus perception de souffrance? Le manipulateur qui s'énerve de ne plus surprendre de réaction, s'approche, me retourne du pied. Salaud! Tu as arraché les électrodes. Il me redresse en me bourrant de coups. Un autre garde s'éclipse, revient en compagnie d'Oularé. Plus raisonnable, Alata? Je secoue la tête péniblement. Je n'y vois presque plus. Mon cerveau est un lac bouillonnant où surnage seulement une haine intense contre ces hommes. Je ne leur reproche pas de me torturer mais d'y prendre trop visiblement plaisir. Bon, allons-y. Nous devons passer à un second stade. Très désagréable, pour vous, qui avez une jeune femme. Les garderies, échangent de grosses plaisanteries en malinqué, il y est principalement question de mes attributs sexuels et de la difficulté qu'aura ma femme à s'en contenter, si j'en réchappe. Enfin, soupire l'un d'eux avec une feinte commisération, il a déjà des enfants et sa femme est enceinte. Il n'en a plus besoin. Je ne comprends que lorsque mon short m'est brutalement baissé, dévoilant ma pauvre nudité. Je suis inondé de honte. Être mi-nu, ainsi, devant des gaillards hilars, c'est être devenu un sous-homme. En un éclair, je revois une séquence d'un film sur les camps allemands, une séquence montrant une longue théorie de juifs contraints de gagner, nus, leur baraquement en traversant tout le camp au pas de course. Maintenant, seulement, je comprends leur humiliation. Le regard que je jette à Oularé est tel qu'il détourne la tête. Vous le voulez. Nous avons tout fait pour vous l'éviter. Et n'oubliez pas que cela laisse des traces. Vous ne serez jamais plus le même, à votre sortie. La sortie? Je ne pense même plus à m'en tirer, de ce guêpier.
Comment pourrais-je, jamais, vivre avec le souvenir de cette humiliation, et subie de la main d'homme que j'ai toujours défendu? Ah, Ikongo, les coups de cravache que tu as reçus, c'est ton petit modèle qui les paie. Ils ont mangé des raisins verts et leurs enfants ont les dents agacées. Des mains brutales m'écartent les cuisses. Je sens un pincement aux bourses, un autre a un repli de la peau du ventre. Et tout de suite, cela recommence. On m'a, cette fois, laissé étendu mais mes pieds ont été entravés. Je gueule et la douleur est si intense que je souhaite en crever. Bon Dieu, que mon cœur lâche, tout de suite. La mort est préférable à cet embrasement des testicules et du fondement. Camboiro Inside. Une sensation de boue brûlante s'enfonce dans mes entrailles. Mon sexe ne m'appartient plus. Ça me fait hurler, il me semble qu'on me plonge dans un brasier. Oulare réapparaît, fait arrêter les hommes. Vous avez de la chance, monsieur Alata. Le ministre a reçu instruction du président Sékou Touré de ne pas vous abîmer. Le président conserve toujours l'espoir que vous allez comprendre. Nous allons utiliser d'autres moyens. Détachez-le et rhabillez-le. Je ne peux plus tenir debout, titube. Quand mes liens, je m'aperçois que ce sont bien des fils électriques commencent à quitter la chair, je recommence de hurler. Mes mains, mes poignets sont morts. Le sang qui afflue aux extrémités des avant-bras icône contre un mur et renvoie une onde de douleur à chaque pulsation. L'adjudant appelle un des gardes, lui murmure quelques mots en lui montrant de la main mes avant-bras. L'homme acquiesce de la tête, ramasse ma veste à terre, empoigne mon bras droit qui saigne au coude et se met à frictionner la plaie comme on bouchonne un cheval. Mes hurlements redoublent. Camboiro Inside. La douleur ressentie est aussi grande qu'au début de la séance. Le second garde me maintient et mon soigneur me glisse à l'oreille, profitant de ce qu'Oulare vient de quitter la pièce. Il faut nous pardonner, général. Nous, on exécute ce qu'on nous dit de faire. On n'a pas envie de venir vous rejoindre au bloc, mais on vous aime bien. Je retrouve la force de sourire. Drôle d'amour. Je réponds à mi-voix. Puis, j'ajoute. Au moins, maintenant, laissez-moi, que la circulation revienne toute seule. Le garde secoue la tête. Il s'empare du bras gauche, lui fait subir le même traitement. Non, ça, c'est vraiment pour votre bien. On sait ce qu'il faut faire. Quand on en veut à quelqu'un, on le laisse, comme cela, sans le frictionner. S'il a été attaché plus d'une heure, il ne se servira pas de ses bras avant plusieurs semaines. En vous frottant très fort tout de suite, cela vous fait mal mais, demain ou après-demain, vous pourrez tenir les choses presque normalement. L'adjudant revient. Je suis à nouveau vêtu, la veste ensanglantée posée sur les épaules. Un des gardes fait mine de me passer les menottes. Oulare les intercepte, les garde en main. Il me fait simplement signe de le suivre. Camboiro Inside. Au bureau, Ismaël Touré est seul. Le ministre m'indique le siège. Oulare reprend sa place derrière moi. Eh bien. Alata. Je pense que vous êtes maintenant convaincu que vous ne pouvez pas nous résister? On ne vous a appliqué que le premier degré. Il y en a d'autres. Pourquoi avez-vous interrompu, monsieur le ministre? Je n'ai encore rien dit qui puisse justifier un arrêt de ce traitement? Il se renverse, souriant, sur sa chaise. Nous avons pensé que vous aimeriez prendre connaissance de ceci, avant d'être en trop mauvais état. Il pousse une lettre vers moi. Je n'arrive pas à la ramasser. Les poignets ne répondent pas à la volonté, les doigts sont morts. Il s'en avise. Oh, je vois que vous avez, déjà, quelques petits ennuis. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Vous reconnaissez l'écriture, je pense? Bien sûr. Elle est du patron Sékou Touré. Camboiro Inside. Extrait du livre de Jean-Paul Alata, Prison d'Afrique, 5 ans dans les geôles de Guinée.